Oubliez le glamour. Le vieil Hollywood était secrètement régi par un code si absurde qu'on a l'impression de faire un rêve fiévreux. C'était un monde où les bananes représentaient une menace morale, où votre façon de marcher pouvait être illégale, et où les toilettes étaient une technologie interdite. Ce n'étaient non pas de simples recommandations, c'était la loi, appliquée par des censeurs paranoïaques, dotés de l'imagination d'un hamster terrifié. Aujourd'hui, nous révélons 33 des règles les plus hilarantes et les plus idiotes auxquelles les stars étaient contraintes d'obéir. D'accord. Mettons une chose au clair. Les gens qui dirigeaient de vieille Hollywood n'étaient pas seulement des censeurs. C'étaient notés des gobelins paranoïaques qui détestaient être la joie, enfermés dans une pièce sans fenêtre, et leur ennemi juré était la banane. Je n'invente rien. Le simple fait qu'une femme mange une banane à l'écran était jugé tellement outrageusement suggestif, tellement dangereusement phallique, qu'on le traitait avec le même sérieux qu'une séquence de lancement nucléaire. Le fruit lui-même figurait pratiquement sur une liste de surveillance. Vous pouvez imaginer la réunion d'urgence. Messieurs, nous sommes en code jaune. Ingrid Bergman épluche une banane dans la scène 42. Je veux la sécurité en alerte et un prêtre en numérotation rapide. Ce n'était pas qu'une règle. C'était une guerre totale contre le potassium, transformant un simple encas en fruit défendu de Hollywood babylonien. Les réalisateurs devaient littéralement la remplacer par un fruit moins provoquant. Comme une pomme raisonnable, ennuyeuse. 2. Vous pensiez que surveiller les fruits était leur chef-d'œuvre de paranoïa? Oh, pauvre âme naïve, ce n'était que l'échauffement. Le magnum opus de démence des censeurs, c'était leur guerre officielle contre la marche suggestive. Oui, la marche. Si une actrice, surtout une bombe comme Marilyn Monroe, marchait avec ce qu'ils estimaient être trop d'oscillation des hanches, ils déclaraient l'état d'urgence morale. Sa démarche iconique était analysée par des comités de vieux grincheux avec l'intensité de la CIA examinant des photos satellites. Ils voyaient l'effondrement de la société dans chaque balancement de ses hanches. Cela a conduit à exiger des reprises où l'actrice devait marcher comme un robot défaillant. Imaginez être réalisateur et devoir dire, sans sourciller, « Chérie, la performance était magnifique, mais le tissu moral de l'Amérique vient de se déchirer un peu quand vous avez fait ce dernier pas. Recommençons. Mais cette fois-ci, marchez comme si vous faisiez passer en contrebande un vase Ming inestimable entre vos genoux. » 3. Prenez un bloc-notes et un verre bien corsé, parce que nous allons plonger dans la mécanique quantique de la stupidité hollywoodienne. Je vous présente la faille de la lingerie, une règle si déroutante, si dépourvue de logique, qu'elle n'a pu être inventée que par quelqu'un ayant subi récemment un traumatisme crânien. Voici comment cela fonctionnait. Si la jupe d'une actrice remontait accidentellement, révélant un scandaleux pouce de cuisse nue, la scène était immédiatement interdite. C'était vulgaire, une offense à la décence. En revanche, si cette même actrice se pavanait intentionnellement dans sa chambre pendant des minutes, vêtue d'un teddy complet en soie, là, c'était parfaitement acceptable. En fait, c'était glamour. Alors récapitulons. Un aperçu accidentel de peau est une catastrophe morale, mais se pavaner délibérément en sous-vêtements, c'est du grand art. Ce n'était pas une hypocrisie, c'était une norme qu'on avait laissée tomber sur la tête quand elle était bébé. 4. La boussole morale d'Hollywood n'était pas seulement cassée. Elle tournait sur elle-même comme une ballerine ivre au milieu d'un ouragan. Selon le code Hayes, la représentation de la douleur avait ses propres directives profondément idiotes. La souffrance physique issue d'une violence burlesque et caricaturale, c'était considéré comme un divertissement sain. Une enclume tombant sur la tête de quelqu'un ou une tarte en pleine figure, c'était le summum de la comédie. Mais montrer un personnage souffrant d'une vraie maladie? Absolument pas. Un personnage pris d'une quinte de toux ou paraissant pâle à cause d'une fièvre était jugé déplaisant. Dans cette réalité tordue, une comédie physique brutale passait. Mais un simple rappel que les êtres humains tombent parfois malades allait trop loin. C'est comme s'ils pensaient que le public pouvait supporter la violence de dessins animés, mais qu'à la vue d'un mouchoir, ils sombreraient dans une panique totale. 5. Et maintenant, une règle si légendaire dans sa stupidité qu'elle mérite son propre jour férié. Je parle de la fameuse règle du « un pied par terre ».
Chaque fois qu'un homme et une femme se trouvèrent dans une scène romantique dans une chambre, même entièrement habillés et en train de discuter du droit fiscal, au moins l'un des deux devait garder en permanence un pied physiquement posé au sol. Cela transformait toute tentative de créer de la passion en un jeu maladroit de Twister, où les acteurs se concentraient davantage sur leurs obligations podiatriques que sur leur interprétation. Imaginez essayer de prononcer un monologue poignant alors que tout votre cerveau hurle « Ne soulève pas le talon, pour l'amour de Dieu, garde le pied au sol ». C'est un miracle que ces scènes paraissent romantiques malgré tout, au lieu de ressembler simplement à deux personnes qui essaient discrètement d'étirer une crampe au mollet. 6. À l'âge d'or du cinéma, la taille d'un premier rôle masculin n'était pas seulement un trait physique, c'était pratiquement une question de sécurité nationale. Et si une star était plutôt petite, le studio allait jusqu'à des extrémités absolument comiques pour préserver l'illusion de sa masculinité imposante. Les talonnettes, c'était pour les amateurs. Pour l'acteur Alan Ladd, les équipes de tournage devaient parfois creuser une véritable tranchée dans le sol pour que ses partenaires féminines plus grandes s'y tiennent, juste pour qu'ils puissent les regarder de haut, héroïquement. Ce n'était pas de la magie du cinéma. C'était de la véritable ingénierie civile, poussée à fond par l'ego. Imaginez la feuille de service. On aura besoin d'une caméra, de 3 lumières, d'un preneur de son et d'une pelle. La pelle, c'est pour Joanne. Elle est encore trop grande. C'est un témoignage de la fragilité de l'ego masculin à Hollywood. 7. Les baisers dans le vieux Hollywood étaient une affaire minutieusement contrôlée, micro-gérée jusqu'à la folie clinique. Les règles allaient là bien au-delà de la fameuse limite de 3 secondes. Selon les censeurs, les baisers ne pouvaient pas être excessifs ou lubriques, une consigne vague qu'ils interprétaient en souvent de la manière la plus bizarre imaginable. Le baiser ne devait produire aucun son audible. Pas de smack, pas de smooch, rien. Cela signifiait que les étreintes les plus passionnées à l'écran devaient être jouées dans un silence étrange. Mort. Il existait littéralement un poste où une personne s'asseyait dans une pièce sombre et écoutait attentivement, prête à interdire une scène si elle entendait ne serait-ce que le moindre « moi ». Il est difficile d'imaginer quoi que ce soit de moins romantique que deux personnes pressant leur visage l'un contre l'autre, tout en essayant d'être aussi silencieuses que des ninjas cambriolant une bibliothèque pleine de chats endormis. 8. Pendant des décennies, toute l'industrie cinématographique américaine a fonctionné sur l'accord collectif que les êtres humains sont des créatures magiques qui ne possèdent pas de système digestif. Le tout-puissant code Hays rendait absolument interdit de montrer des toilettes à l'écran. On pouvait montrer des fusillades, des accidents de voiture et toutes sortes de chaos, mais la seule chose qu'on ne pouvait pas montrer était un simple élément de plomberie en porcelaine. C'était appliqué si strictement que, lorsque Alfred Hitchcock a finalement brisé le tabou en 1960 dans son thriller Sicko, en montrant des toilettes qu'on tire, cela a provoqué un scandale national. Les gens étaient véritablement choqués. Le geste simple et banal de tirer la chasse d'eau a été traité comme l'un des moments les plus révolutionnaires et controversés de l'histoire du cinéma. C'était la chasse entendue dans le monde entier. 9. Dans l'orchestre bizarre de la censure hollywoodienne, certains instruments étaient considérés comme plus dangereux que d'autres. Et le plus maléfique de tous? Le saxophone. Son timbre doux et sensuel était jugé si intrinsèquement érotique, si dangereusement corrupteur, qu'il était pratiquement classé comme une arme de destruction morale. Dans les musiques de films, le saxophone était souvent interdit ou, s'il était utilisé, c'était un indice imparable que vous alliez rencontrer un personnage à la moralité douteuse. C'était la bande-son officielle de la tentation. On peut facilement imaginer un comité de censeurs au visage sévère, écoutant un solo de jazz, agrippant leur collier de perles et secouant la tête, convaincus que ces notes séduisantes, à elles seules, feraient là s'effondrer la société et conduiraient à une épidémie nationale de tout ce que les saxophones vous poussent à faire. 10. Juste au moment où l'on pense que la paranoïa du code Hays ne peut pas devenir plus ridicule, on découvre leur suspicion profondément ancrée envers le règne animal.
Les censeurs engageaient réellement des gens pour écouter les effets sonores d'animaux dans les films afin de s'assurer qu'ils n'étaient pas trop suggestifs. Le meu d'une vache pouvait être rejeté s'il sonnait trop aguicheur. Le groin-groin d'un cochon pouvait être coupé s'il était jugé trop provoquant. On se demande ce que, exactement, peut bien être un meu lubrique. Cela soulève tellement de questions. Y avait-il une liste de bruits d'animaux chastes approuvés par le gouvernement? C'est le sommet absolu de l'absurde. Des hommes adultes en costume, assis dans une pièce sombre, débattant pour savoir si le caquetage d'une poule était un peu trop «viens par ici», et décidant que le chant du coq frôlait le harcèlement. 11. Pendant que les censeurs s'employaient à protéger le public des femmes enceintes et des bananes, ils offraient aussi leur service juridique à un client pour le moins surprenant, Satan lui-même. Selon le code Hayes, non seulement le diable ne pouvait pas être représenté comme un personnage comique, mais le concept même de défier le diable était souvent considéré comme problématique. Dans certains scripts, des personnages qui se moquaient de Satan ou le mettaient au défi étaient vus comme lui accordant trop de crédit, ou pire, comme étant désinvolte face au mal ultime. Cela a conduit à cette splendide folie où Lucifer, le prince des ténèbres, bénéficiait à l'écran d'une meilleure protection contre les moqueries que la plupart des acteurs n'en avaient dans leur contrat. Alors qu'un studio pouvait posséder votre nom et vous forcer à des mariages factices, il fallait s'assurer à tout prix que personne ne blesse les sentiments du diable. La logique est juste: un baiser du chef. 12. Bienvenue dans le symbole iconique de l'univers aseptisé du vieil Hollywood. Les lits jumeaux obligatoires. Dans n'importe quel film, un couple marié, aussi profondément amoureux soit-il, avait strictement interdiction de partager le même lit. Leur chambre devait être meublée de 2 lits simples, souvent séparés par une table de nuit, faisant office de véritable mur de Berlin de la chasteté. L'idée était que la vue d'un unique matelas partagé serait tellement suggestive d'une intimité réelle qu'elle provoquerait une hystérie de masse dans les rues. Cela offrait une vision bizarre du mariage où les partenaires n'étaient, en gros, que des colocataires polis en pyjama. C'est un miracle que quiconque dans ces films ait eu des enfants, à moins qu'ils n'aient été conçus par une poignée de main très polie à longue distance, d'un bout de la pièce à l'autre. 13. Dans le monde fantasmé du vieil Hollywood, les stars n'étaient même pas humaines. C'étaient des poupées de porcelaine parfaites, immunisées contre la biologie élémentaire. Et la fonction biologique la plus interdite de toutes? Transpirer. La sueur visible était jugée dégoûtante et dépourvue de glamour, et elle était totalement proscrite, surtout sur les actrices principales. Les maquilleurs étaient en patrouille anti-transpiration permanente, prêts à bondir avec une houppette si une actrice laissait paraître le moindre soupçon de brillance sous les projecteurs brûlants des studios. Peu importait que vous tourniez un numéro de danse dans une pièce chaude. On attendait de vous que vous restiez aussi frais et sec qu'une statue de marbre. Cela créait l'illusion absurde que ces êtres quasi divins glissaient simplement à travers la vie sans jamais transpirer, alimentés par rien d'autre que le glamour et du thé léger. 14. Dans les années 1950, une nouvelle crise s'empara d'Hollywood, une menace si primitive et bestiale qu'il fallait l'éradiquer, les poils de torse. Après des décennies de héros rudes au torse velu comme Clark Gable, la mode bascula soudain vers un look lisse, civilisé. Et les studios imposèrent cela avec le zèle terrifiant d'une secte. Les acteurs naturellement poilus étaient soumis au décret du torse obligatoirement impeccable, mais à l'envers. Ils étaient contraints à des séances d'épilation douloureuses où voyaient leurs poils de torse littéralement plaqués avec de la gomme à postiche pour obtenir une surface lisse. Dans certains cas extrêmes, les maquilleurs appliquaient une pièce de latex couleur chair sur la pilosité incriminée, donnant en substance à l'acteur un torse en caoutchouc. C'était un processus douloureux et humiliant pour se conformer à une nouvelle norme de virilité bizarre, qui décrétait que les poils étaient là pour les singes, pas pour les stars de cinéma. 15. La paranoïa des censeurs ne se limitait pas à la langue anglaise. Oh non, leur mission d'éradiquer les grossièretés était une affaire mondiale.
Ils engageaient réellement des traducteurs pour passer les scénarios au peigne fin avec minutie afin de s'assurer que les personnages parlant d'autres langues ne glissèrent pas en douce des jurons. Un merde en français ou un scheiß en allemand était traité avec le même niveau d'alarme que son équivalent anglais. Imaginez la scène. Un acteur lance une réplique passionnée en italien et un censeur nerveux arrête toute la production pour consulter un traducteur, terrifié à l'idée que le personnage vient peut-être d'insulter le pape ou de dire un vilain mot sur les pattes. C'était un niveau de micro-gestion à la fois impressionnant et profondément stupide. 16. Dans le vieil Hollywood, vous n'étiez pas seulement un acteur. Vous étiez un produit. Et un produit a besoin d'une personnalité, même si elle est totalement factice. Les studios attribuaient régulièrement à leurs vedettes des loisirs bizarres et, bien sous tout rapport, à des fins de relations publiques, sans égard pour leurs intérêts réels. Un acteur rude, dur à cuire, connu pour jouer des gangsters, pouvait être forcé de poser pour une série de photos de magazines où il tricote maladroitement un pull pour un caniche. Une femme fatale glamour était photographiée en train de jardiner avec enthousiasme, même si elle n'avait jamais touché de terre de toute sa vie. Il s'agissait de façonner une image parfaite et vendable, ce qui donnait souvent des portraits hilarants et très peu convaincants de gens faisant semblant d'aimer des choses qu'ils détestaient manifestement, tout en souriant malgré la douleur. 17. Dans la grande bataille contre l'anatomie humaine, les censeurs hollywoodiens avaient un ennemi mortel, un minuscule cercle de peau qu'ils croyaient être un portail direct vers la décadence morale, le nombril. Le nombril était l'ennemi public numéro 1. Il était si indécemment choquant, si totalement scandaleux, qu'il fut banni de l'écran pendant des décennies. Cela contraignit les costumiers à un état de guerre permanente, en alerte maximale contre le ventre humain. Ils durent concevoir des tenues élaborées, utiliser des accessoires placés stratégiquement et inventer de nouvelles lois de la physique vestimentaire, uniquement pour s'assurer qu'aucun nombril ne verrait jamais la lumière du jour. On se demande ce qu'ils pensaient qu'il se passerait si l'un d'eux apparaissait. Le public s'évanouirait-il? La société s'effondrerait-elle? Nous ne le saurons jamais, car ils le gardaient comme un secret d'État. 18. Si vous vouliez être une starlette dans le vieil Hollywood, il ne suffisait pas d'être belle ou talentueuse. Il fallait être envoyé à l'école de charme, qui était moins une école qu'un camp d'entraînement destiné à reprogrammer le comportement humain. C'est là que les studios envoyèrent leurs actrices pour leur enlever toutes leurs habitudes naturelles et excentriques et les reconstruire en robots parfaits, et bien comme il faut. Les leçons étaient absurdes. On vous apprenait à éternuer avec grâce, à rire sans montrer trop de dents et, surtout, comment marcher avec une pile de livres sur la tête pour obtenir une posture parfaite. C'était un processus étrange et torturant, conçu pour créer une armée de femmes identiques et impeccables qui ne faisaient jamais rien d'aussi peu digne que trébucher ou éclater d'un vrai rire sonore. 19. Si vous pensez que la politique de bureau est pénible, vous n'avez jamais vu la pure terreur de l'heure du déjeuner à la cantine d'un studio. Le plan de table n'était pas seulement un endroit où manger, c'était une carte brutale et publique du système de caste hollywoodien. C'était une cafétéria de lycée sous stéroïdes, où toute votre carrière pouvait être définie par l'endroit où vous posiez votre plateau. Il y avait la table des Hollister, étincelante de pouvoir. Il y avait la table des étoiles montantes, vibrante d'une énergie nerveuse. Et puis, il y avait le coin de la honte, réservé aux anciennes gloires et aux acteurs dont le dernier film venait de faire un flop. S'asseoir à la mauvaise table n'était pas seulement un impair social. C'était une condamnation à mort professionnelle, une déclaration publique que votre étoile pâlissait. 20. Le code ACE avait une règle très précise pour les figures religieuses comme les prêtres et les pasteurs. Ils devaient être parfaits. Pas simplement bons, mais totalement, inhumainement parfaits. Ils ne pouvaient jamais être dépeints comme des méchants, ce qui, j'imagine, se comprend. Mais ils ne pouvaient pas non plus être présentés comme des personnages comiques. Ils ne pouvaient pas raconter une blague, être maladroits ou avoir le moindre défaut de personnalité perceptible. Ils devaient être stoïques, infaillibles, des saints ambulants à peu près aussi intéressants qu'un bol de flocons d'avoine sans sel. Cette règle garantissait pratiquement que, dans n'importe quel film,
Le personnage le plus ennuyeux et unidimensionnel serait le type portant un col romain. Il était juste là pour être pieux et dispenser de la sagesse, dépouillé de toute l'humanité qui rend un personnage captivant. 21. La magie du film en noir et blanc nécessitait des astuces de coulisses vraiment bizarres, surtout en matière de maquillage. Pour que les premiers rôles masculins paraissent normaux et virils à l'écran, on devait les peindre dans une palette de couleurs qui les faisait ressembler à des extraterrestres à la mode hors caméra. Cela comprenait souvent un fond de teint épais et lourd, essentiellement jaune, avec des contours brun foncé, voire vert. Mais le meilleur, c'était le rouge à lèvres. Pour que leurs lèvres ressortent correctement à l'image, des icônes viriles comme Clark Gable et Humphrey Bogart devaient souvent porter des teintes de rouge à lèvres bleu foncé ou vert vif. Rien ne dit autant « je suis le type le plus dur de cette pièce » que d'être assis sur une chaise de maquillage pendant qu'on vous peint les lèvres de la couleur d'un citron vert. 22. Dans le vieil Hollywood, votre vie amoureuse ne vous appartenait pas. C'était un atout marketing, possédé et géré par le studio. Les romances étaient souvent entièrement fabriquées pour les relations publiques, et le processus avait à peu près autant de romantisme qu'une fusion d'entreprises. Le studio vous convoquait dans un bureau et disait « Félicitations, cette semaine vous êtes éperdument amoureuse de Rock Hudson. Nous avons 3 dîners en rendez-vous et une avant-première programmée. S'il vous plaît, ayez l'air heureuse. » Vous deviez ensuite enchaîner ces rendez-vous, mis en scène, atrocement gênants, en souriant pour les photographes et en faisant semblant d'être sous le charme de quelqu'un que vous veniez peut-être de rencontrer ou que vous n'aimiez carrément pas. C'était un monde où sortir avec quelqu'un n'avait rien à voir avec le fait de trouver l'amour. Il s'agissait de vendre des billets de cinéma. 23. Hollywood a toujours été obsédé par la jeunesse. Mais à l'âge d'or, ils ont poussé ça à un tout autre niveau, juridiquement contraignant. Les studios mentaient systématiquement sur l'âge de leurs actrices, leur retranchant 5, 10, parfois même davantage d'années pour les faire paraître plus jeunes et plus faciles à vendre. Mais ce n'était pas un simple petit mensonge, c'était inscrit dans leur contrat. L'actrice était ensuite forcée de maintenir ce mensonge pendant toute sa carrière. Imaginez devoir vous souvenir de votre faux anniversaire pendant des décennies, en faisant constamment des calculs de tête pour garder votre histoire cohérente. C'était un système qui exigeait des femmes non seulement qu'elles soient parfaites et talentueuses, mais aussi qu'elles soient prêtes à participer à une étrange escroquerie d'usurpation d'identité à long terme. 24. Nous avons déjà établi que les couples mariés devaient endormir dans des lits jumeaux. Mais la folie de la chambre hollywoodienne ne s'arrêtait pas là. Il y avait une autre règle tacite, mais appliquée sans pitié. Les lits ne pouvaient jamais avoir l'air froissé. Même si un personnage était censé se réveiller d'un profond sommeil de 8 heures, son lit devait être parfaitement net, avec des draps impeccablement tirés et des oreillers gonflés à la perfection. Il devait donner l'impression d'avoir été préparé pour une inspection militaire. Un lit en désordre pourrait laisser entendre que quelque chose, vous voyez, s'y est passé. Cela créait l'image étrange de personnes qui, apparemment, ne dormaient pas tant qu'elles ne lévitaient horizontalement au-dessus de leur couverture pour éviter de créer le moindre pli. 25. Dans l'économie bizarre du vieil Hollywood, les acteurs n'étaient bien pas traités comme des artistes. Ils étaient traités comme des actifs précieux et échangeables, comme une carte de baseball rare. Cela a été formalisé dans le Loan Out System. Si un studio avait besoin d'une star particulière sous contrat chez un rival, il ne demandait pas gentiment. Il échangeait. Vous pouviez être prêté à un autre studio contre votre gré, souvent comme punition pour mauvaise conduite ou dans le cadre d'un lot négocié pour un autre acteur. Imaginez qu'on vous dise, de la part de votre patron, « Bonjour, nous vous échangeons à la Warner Brothers pour 3 mois en échange de 2 acteurs de second rôle et d'une caméra de cinéma légèrement usagée. Faites vos valises. » C'était un système qui réduisait des êtres humains à de simples marchandises sur un registre. 26. Que vaut un nom? À l'époque du vieil Hollywood, absolument rien, parce qu'il ne vous appartenait pas. Le studio en était propriétaire. Les acteurs en herbe étaient régulièrement forcés de changer de nom, parce que leur vrai nom était jugé trop ethnique, trop ennuyeux, ou simplement pas assez digne d'une star. Et ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre.
Un type nommé Archibald Leach a été traîné dans le générateur de noms de stars du studio et en est ressorti de l'autre côté, en Cary Grant. Le timide et maladroit Issur Danielowicz est rené en l'hypermasculin Kirk Douglas. Vous n'aviez absolument pas votre mot à dire. Le studio aurait pu décider que votre nouveau nom serait Sparklehoof McGillicuddy. Et vous auriez dû sourire et dire merci. 27. Pendant que le code Hayes s'occupait d'interdire les gros mots à l'écran, le langage hors écran sur certains plateaux de tournage, c'était une autre histoire. Mais certains réalisateurs et producteurs ont essayé de le freiner de la manière la plus puérile qu'on puisse imaginer, une véritable tirelire à jurons. Des stars comme Spencer Tracy et Clark Gable, des hommes qui étaient l'incarnation même de la masculinité à l'écran, auraient été condamnés à une amende de 25 cents pour chaque juron qu'elles prononçaient pendant la production. On peut très bien imaginer ces légendes d'Hollywood, célèbres pour leurs attitudes de durs à cuire, se faire gronder comme des écoliers et devoir fouiller dans leurs poches pour un quart de dollar parce qu'un « damn » leur a échappé en bafouillant une réplique. C'est une image hilarante de règles de cours de récréation appliquées aux plus grandes stars du monde. 28. Le code Hayes avait une règle simple, ennuyeuse et inviolable pour tous les criminels de cinéma. Le crime ne paie pas. Cela signifiait que chaque méchant, gangster ou voleur dans chaque film devait être puni à la fin. Aucune exception. Il devait soit être arrêté, mourir de façon dramatique, soit vivre une vie de regret misérable. Cela supprimait complètement tout suspense ou toute ambiguïté morale de l'histoire. Dès l'instant où le méchant apparaissait à l'écran, vous saviez qu'il était condamné. Cela transformait en gros chaque film criminel en annonce de service public de 2 heures, disant au public « Vous voyez ? Voilà pourquoi vous devriez toujours suivre les règles, parce que le méchant est un idiot complet, qui est sur le point de recevoir ce qu'il mérite. » 29. L'obsession de la moralité dans le vieil Hollywood était si extrême qu'elle s'étendait même aux membres de la distribution à 4 pattes. Des animaux acteurs célèbres, comme Asta le chien de la série de films The Thin Man, avaient de véritables contrats de studio. Et ces contrats comprenaient des clauses de moralité. Je ne plaisante pas. Un animal pouvait être renvoyé pour conduite inconvenante. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour un chien? L'a-t-on surpris en train de frayer avec un chat errant? A-t-il aboyé sur un cadre du studio d'un ton irrespectueux? Cela reste l'un des plus grands et des plus stupides mystères d'Hollywood. C'est un niveau de contrôle si absolu que même les animaux de compagnie n'étaient pas à l'abri du long bras puritain du studio. 30. Dans l'univers cinématographique régi par le code Hayes, les figures d'autorité étaient des dieux infaillibles marchant parmi les mortels. Il était strictement interdit de représenter des policiers, des fonctionnaires du gouvernement ou des juges comme des méchants ou même comme des imbéciles incompétents. Ils devaient toujours avoir raison, être héroïques et justes. Cette règle a essentiellement transformé d'innombrables films en propagande ringarde, où les autorités étaient toujours nobles et où le système fonctionnait toujours parfaitement. Elle a créé une réalité étrangement malhonnête, où aucun flic ne faisait jamais d'erreur et aucun juge n'avait jamais une mauvaise journée. C'était moins une question de récit que de rassurer le public que les personnes aux commandes étaient nées parfaites, ce qui, comme nous le savons tous, est définitivement vrai. 31. Voici une règle si fondamentalement stupide qu'elle explique pourquoi les héros des vieux films semblent souvent si frustrantement passifs. C'était la règle du pas de représailles. Le code Hayes interdisait strictement toute représentation de la vengeance. Pourquoi? Parce que chercher à se venger signifiait qu'un individu rendait justice lui-même, ce qui sapait le fantasme du code, selon lequel toutes les figures d'autorité, surtout la police, étaient parfaites et omniscientes. Ainsi, si un méchant assassinait toute votre famille, vous n'aviez pas le droit de vous lancer dans une croisade vengeresse et justifiée. Votre seule conduite acceptable consistait à déposer patiemment une plainte au commissariat, puis à attendre. Cette règle a transformé de potentiels durs à cuire en surveillants de couloirs surcotés, interdisant de fait l'une des motivations narratives les plus puissantes de l'histoire humaine et la remplaçant par le drame palpitant d'attendre que les autorités compétentes s'en chargent. 32. Voici une règle bizarre, non écrite, que vous remarquerez dans presque tous les films du vieil Hollywood.
Les personnages sont constamment entourés d'alcool, mais ils semblent rarement en boire réellement. Les alcools étaient traités davantage comme des accessoires que comme des boissons. Une scène de soirée chic serait remplie de gens tenant d'élégants verres à cocktail, pour signifier que l'ambiance était sophistiquée ou risquée. Mais montrer un personnage, surtout une vedette féminine, réellement ivre était un tabou majeur. Il était acceptable de tenir un verre de whisky, mais pas d'en montrer les effets. L'alcool servait à avoir l'air glamour et à être tenu à la main, pas à être consommé. C'était l'accessoire de cinéma ultime. 33. La dernière règle tacite du vieil Hollywood était de maintenir l'illusion de la divinité à tout prix. Cela signifiait que les stars de premier plan étaient fortement découragées, et parfois carrément interdites, de se mêler à l'équipe technique en dessous de la ligne, les caméramens, les électriciens, les machinistes. On faisait cela pour préserver leur aura de mystère et s'assurer que personne ne découvre que ces idoles divines de l'écran étaient de véritables êtres humains. Le studio ne voulait pas que le commun des mortels découvre que la reine glamour du cinéma mange aussi des sandwichs au thon, raconte des blagues nulles ou se coince de la nourriture entre les dents. Cette séparation était cruciale pour maintenir les stars sur un piédestal, loin des simples mortels qui rendaient leur film possible. Voilà donc un monde régi par des baisers silencieux, des censeurs terrifiés et des tranchées creusées pour les petits rois. C'était de la folie pure. Mais voici la vraie question. Quel système est réellement le pire? Les règles explicites et absurdes du code Hayes, qui contrôlèrent chaque geste, ou les lois non écrites d'aujourd'hui de la cancel culture, où une seule erreur peut mettre fin à une carrière du jour au lendemain? Je veux une guerre ouverte dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de folie historique, mettez un like et abonnez-vous pour en voir davantage.